Et salut mes petites tortues, vous qui me suivez un petit peu dans mes aventures. Aujourd'hui on est le 7 novembre 2021 et je suis à Villasimus, c'est à côté de Cagliari dans le sud de la Sardaigne. Ça fait un petit bond par rapport à la présentation que je vous ai fait dans l'épisode précédent. Mais il fallait que je cadre un petit peu le décor et pas que ce soit trop lourd la narration en tout cas du début de l'aventure. Donc voilà, je suis à Villasimus. Devant moi je vois les montagnes du sud de la Sardaigne. Derrière moi il y a la marina. Les marinas c'est un peu comme les ports de plaisance en France, mais on appelle ça autrement un peu partout ailleurs. Et je me suis installé sur la jetée où vous l'entendrez peut-être, on entend les flots, la mer Méditerranée qui est plutôt calme aujourd'hui. Hier c'était un petit peu le gros vent, 30 nœuds, etc. Et ça bougeait même dans la marina parce qu'il y avait pas mal de le vent en fait donnait vers la marina, donc forcément ça ramenait un petit peu de houle dans l'enceinte du port de plaisance. Voilà, écoutez, depuis Villasimus, il n'y a pas trop d'endroits où se poser pour. Il n'y a pas de ville, quoi. Il y a un village, mais c'est tout, quoi. Donc on reste planté au bateau. Donc pourquoi je suis là, je vais vous raconter un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit dans la présentation, je devais arriver le 16 octobre à Athènes, prendre un Bali 4.1 et Zou, on part le lendemain, on a fait le ravitaillement et on y va. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Quand on est arrivé à Athènes, donc le jour à Nantes où on est parti, donc je fais connaissance avec Joseph, je fais connaissance avec Marc, on prend l'avion, on arrive vers 19h, 20h tutti quanti à Athènes, puis à la marina, à Limos marina d'Athènes, et voilà, on doit prendre possession du bateau, se poser, et puis le lendemain on fait le ravito et on part. Donc effectivement ça s'est pas passé comme ça, le bateau n'est plus sur la marina le jour où on arrive, et on apprend même qu'il va partir en cargo jusque dans les Caraïbes. Donc ça se fait, il y a beaucoup de bateaux maintenant de plus en plus qui partent en cargo parce que c'est moins onéreux, c'est plus sûr on va dire, et c'est moins d'usure pour le bateau apparemment, enfin tout ça quoi. Donc on n'a plus de bateau, ça c'est clair, mais on est en Grèce. Alors le soir même on va voir les mecs de Dream Mode Charter pour qui Marc va travailler et convoyer un bateau normalement. Ils nous disent que oui, il y aura peut-être un bateau, mais c'est dans 10 jours. Ok, donc dans 10 jours. Donc ce qui nous amène au 26 novembre. Donc c'est acté, on va convoyer un Lagoon 52F vers les Caraïbes, on ne sait pas encore où. Donc c'est les grenadines, ça n'existe plus pour nous, et on ne sait pas encore la destination. Ils peuvent nous avoir dédommagé, on va dire, d'un endroit où dormir et vivre en fait pendant 10 jours. C'est donc dans le sud de la péninsule d'Athènes, qui se trouve, donc c'est un petit bled qui s'appelle Lavrio, où il y a quand même c'est un village, une ville quoi, vraiment d'été, etc., bord de mer, c'est pas dégueu. Donc on va là-bas. On loge dans un monocoque, un Oceanis 48 il me semble, et donc voilà, pendant une semaine on passe quelques jours à Lavrio, et donc après ces quelques jours, 2-3 jours, ils nous disent ce bateau là il a besoin d'aller à Athènes, d'être convoyé à Athènes parce qu'il va participer à une compétition, à une régate. Bon, ok, donc ce qui fait que ça nous amène à convoyer nous-mêmes le bateau pendant, ça a duré 4 heures, 5 heures, jusqu'à Athènes. Je crois que c'était le mardi.
Donc on arrive le samedi 16 et quelques jours après, le mardi, on amène le bateau à Limos, là où d'où on était parti. Donc on vit là-bas jusqu'au vendredi. Ça nous permet de visiter Athènes, ça nous permet d'aller voir l'Acropole, tout ça, de voir un petit peu comment ça se passe la vie là-bas. À Lavrio, on n'était pas loin du temple de Poséidon, donc on a pu aller là-bas. C'est aussi ça c'est des moments assez poignants parce que c'est quelque chose, moi j'aime aussi l'historique, l'histoire de qui peut remonter à des millénaires, qui sont assez passionnants, donc d'arriver dans ces endroits-là, ça c'est top. Après au bout des 10 jours, on va dire, voilà, on est retourné à Lavrio et on a pris possession du lagoon. On s'en a pu se poser avant que donc fallait attendre encore un petit peu les quelques réparations, quelques maintenances sur ce bateau-là. Donc voilà, on a attendu et j'avoue que tout ce temps-là, à pas faire grand-chose, mais à être là dans un pays où on pourrait visiter, mais on n'est jamais sûr du lendemain parce que on sait pas ce qu'on va nous dire, etc. C'est pesant, c'est frustrant, c'est très frustrant en fait, parce que c'est pas comme si on se disait ah ouais mais là c'est bon, on est là pour 10 jours, donc on va bouger et on va pouvoir faire quelque chose et être libre. Et non, en fait c'est pas ça du tout quoi. Donc bref, ça reste quand même un moment assez sorti de l'ordinaire et qui fait partie de l'aventure à ce moment-là, donc c'est plutôt chouette aussi. Et donc voilà, donc on arrive au lagoon 10 jours plus tard, à peu près le 23. Et donc on se pose dans le bateau, on prend possession un peu de l'endroit, on fait notre ravitaillement. Donc on sait finalement que l'on part à Saint-Martin. Donc dans les Caraïbes, qui fait partie des dom-tom françaises ou français, et ce qui est plutôt pas mal parce que ça permet de se dire qu'on va être dans les Antilles françaises et que pour bouger ça va être un peu plus simple, et etc. Moins de restrictions je pense, et on est plus en phase avec notre pays d'origine. Donc ça c'est une chose, c'est plutôt cool de savoir ça, et ça nous amène encore, le planning c'est d'arriver le 10 décembre parce que le bateau est loué le 14 décembre ou quelques jours plus tard. Donc à savoir que nous, en fait, Marc nous déposerait à Saint-Martin, on débarquerait à Saint-Martin, mais après il faut qu'il aille aux îles Virgin Islands US qui sont à côté, mais donc c'est la destination finale du bateau, là où il y a la location. Et quand on va en fait, quand les convoyages se font jusqu'aux États-Unis ou des territoires américains, il faut que les coéquipiers, au moins que les équipiers aient un permis B1. Donc c'est un permis de travail en fait. Un permis de travail américain, et bon c'est obligé de l'avoir pour débarquer parce que c'est du travail, etc. Bon, ok, très bien. Donc on se dit voilà, Saint-Martin, très bien. Donc le 26 on nous donne le feu vert, on a les papiers, on a tout, on a le ravitaillement de l'eau qui nous fait donc on a 1000 litres d'eau, et ensuite on a 1000 litres de gasoil, et ça c'est assez les données un peu numériques, et il faut le savoir après parce que on calcule un petit peu ce qu'on a comme vivre et autonomie tout au long de la navigation lorsqu'on touche pas terre. Donc voilà, je vous les donne. Donc le 26 on part, il y a 25 nœuds de vent, on est au grand largue ou au vent arrière, et donc là c'est top. Les débuts de navigation pour moi, les premières 48 heures, c'est un peu compliqué parce que j'ai comme une sensation je suis assez désorienté. Je suis vraiment dans le vague.
J'ai un côté mal de mer et en même temps un peu fatigué, donc ça me désoriente énormément. Et je sais pas, et à ce moment-là, pendant ces 48 heures, je doute en fait sur la suite de l'aventure. Je suis là, mais ça va pas être possible. C'est quoi ce bazar? J'avais jamais eu ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Marc est assez confiant sur mon état. Bon, je vais aux toilettes une fois où je donne à manger aux poissons. Bon, très bien, mais il est assez confiant sur le fait que ça va passer, parce que si j'avais eu le mal de mer, il me dit tout de suite, on aurait passé la digue, c'était bon, t'allais dégueuler par-dessus bord, donc bon c'est très bien. Ça me rassure à minima, et puis je me dis écoute, ça va passer, ça va être dur, mais bon. Donc il y a dans la trousse de secours là des pastilles pour anti-mal de mer qui doit agir aussi un peu sur le psychique, donc j'en prends, et en fait ça me fait du bien au bout de 36 heures. Ouais, ça me fait plutôt du bien, et après 48 heures je suis d'attaque et je suis bien sur les flots. Donc en partant de Lavrio, on a mis le cap sur le détroit de Messine, donc qui se trouve entre la Sicile et le haut de la botte de l'Italie, là dans le sud. Et voilà, donc on fait route, on voit qu'il y a une dépression qui se forme aux abords de la Sicile, mais qui va retomber. Donc nous on va contourner par le nord et longer, on va dire, les côtes du bas de la botte, de la semelle de la botte de l'Italie. Voilà, donc donc on part vers 14h de Lavrio. Je fais mon premier quart le soir de minuit à 3h. Je suis vraiment dans l'expérience totale. J'ai dormi 2 heures juste avant, parce que on finit de manger vers 20h. À 21h, je suis dans ma cabine et je dors. Et puis à minuit je me réveille, et là je mets mon pantalon de quart, qui est, en plus de mon pantalon de randonnée que j'ai ramené, il est coupe-vent, etc. Donc ça c'est top, et je mets ma veste de quart assez épaisse, etc., bien coupe-vent, et donc c'est plutôt, on se sent bien dedans, et quand on a le vent derrière, il n'y a pas de problème, on n'a pas vraiment froid, si tant est qu'on est bien couvert en dessous également. Et donc j'ai passé ma nuit, mes 3 heures au cockpit, donc qui est au-dessus du carré du bateau. En fait, donc oralement, comment je pourrais vous expliquer le catamaran? Il y a les 2 coques, ensuite il y a le premier pont, là où il y a le carré, il y a la cuisine, etc. Et au-dessus, il y a vraiment une autre partie aménagée, mais qui n'est pas couverte forcément, mais qui a des bâches possiblement, si on en a besoin, et où il y a la barre, il y a les instruments de navigation également, il y en a quelques-uns dans le carré sur le pont, mais il y a tous les instruments de navigation au cockpit, à savoir donc le pilote automatique, la map, le compas, l'indicateur de vent apparent, de vent réel, et puis un autre compas numérique, quoi. Donc voilà, donc je passe ma nuit là, en haut, parce que c'est le seul moyen pour moi de bien vivre au moins la traversée, et de pas être trop malade, parce que être à l'intérieur ça me fait quand même bizarre. Être déjà dans la cabine c'était moyen, mais allongé ça va mieux. Donc faut dire que je passe mes 3 premières journées allongées, quoi. Y a pas de problème. Et je me repose, et prendre du sommeil, ça répare beaucoup, et ça fait du bien. Donc
Donc je suis dans le cockpit et cockpit, hein, faut pas voir ça comme un avion, hein, c'est vraiment ouvert et c'est juste là où il y a tous les instruments comme je le dis, hein, c'est juste pour ça qu'on appelle ça cockpit. Ça peut se couvrir également quand même, hein. On a le génois qui est la voile avant qui est déployé, qui prend le vent, comme il y a 25 nœuds, 30 nœuds en rafale devant, voilà, on a que ça sert à pas grand chose d'avoir autre chose. La mer est bien formée. De nuit, c'est quand même assez c'est une expérience, quoi. Il y a une petite lune qui éclaire, mais voilà. Et en plus de ça, pourquoi aussi on est de quart, la plus grosse raison, bon, c'est d'être quelqu'un qui soit alerte et qui soit là pour le pour alerter de tout ce qui se passerait sur le bateau, mais également faire attention à ce qui se passe autour de nous, donc des bouées et aussi tous les bateaux qu'on va avoir autour de nous, les cargos et toutes sortes de bateaux. Ça peut être même un petit voilier, mais il y a beaucoup plus de cargos quand tu es à l'approche des côtes, etc. Donc faut avoir une veille permanente, et bon, ça dépend des endroits, hein, mais bon, là au départ de l'Avrio et tant qu'on n'était pas parti de Grèce, il y avait quand même pas mal de bateaux sur l'eau, dont un à un moment donné, cette première nuit, je me dis, mais il faut savoir que sur l'écran principal de la map, on a un outil qui s'appelle l'AIS, donc c'est une réception envoi entre bateaux pour qui permettent de voir les bateaux sur la map, pour se dire voilà, à tant de milles il y a un bateau qui arrive dans telle direction vers moi, et potentiellement on va passer à tant de milles l'un de l'autre au moment du croisement. Donc ça va voilà, donc j'envoie un et je me dis, mais il se rapproche pas mal. Je me dis, mais est-ce qu'on va passer, est-ce qu'on va se percuter potentiellement, enfin, et finalement non, mais j'ai eu le temps d'appeler Marc, de le réveiller, voilà, etc. Et rien que ça, de se dire je vais réveiller le skipper parce que j'ai un doute sur ça, c'est un passage en soi, de se dire je vais embêter quelqu'un, mais Marc a bien dit que voilà, c'est un peu le jeu du skipper, c'est que il n'y a pas de problème si tu me réveilles, si tu as un doute, tu me réveilles et puis tu me montres, je te dis, puis voilà, et puis après je vais me recoucher, mais vaut mieux que tu m'appelles que tu me dises rien et qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Il s'est rien passé, le bateau était passé le temps qu'il monte, et donc ça s'est bien passé, et Marc est descendu, puis on en a reparlé le lendemain, et effectivement j'ai eu plus d'infos ensuite, donc voilà, pas ni pro, mais j'ai eu un bateau de nuit assez près, quoi. C'était assez étrange et c'était cool, et on a même fait coucou aux ouvriers qui étaient sur le navire, à portée de vue, quoi. Donc c'était assez impressionnant et c'était chouette. Voilà, donc là on voit encore la mer, et quand on passe un peu la pointe de la Grèce, la pointe ouest de la Grèce, là c'est là qu'au fur et à mesure on va de moins en moins voir le continent, et on passe une nuit où c'est plutôt tranquille, la mer se calme, et le lendemain donc je fais un nouveau quart assez tranquille, et mon deuxième quart, et le lendemain matin, la mer a bien pris, le vent aussi, on est dans des rafales de 40 nœuds, on est à 35 nœuds de vent, on avance. C'est plutôt correct, mais j'avais jamais imaginé prendre part à une mer aussi agitée que ça, et au milieu, enfin, on voyait pas du tout la terre à ce moment-là, donc c'est une expérience. T'es pas en transat, mais t'as quand même cette expérience de pas voir l'océan, pas voir le continent, donc c'est quand même top. Et là, donc, on arrive à l'approche de la botte, du bout de la botte de l'Italie, et l'approche de Messine. Et donc, il y a pas mal de mer. Le vent s'inverse pour nous, parce que dans le détroit s'engouffre par le nord un vent qui va nous être de face, 25 nœuds. Et donc faut savoir qu'en Méditerranée, généralement, c'est plutôt t'as 25 nœuds de vent, et t'as du vent, et t'as la mer qui va dans le même sens du vent, et donc ça fait qu'on l'avait à contre. Donc donc là, on a le vent de face, et poum, on a le moteur tribord qui tombe en panne.
Alors certes, vous allez me dire, on a le moteur bâbord qui est toujours d'attaque, oui, mais quand on a 25 nœuds de face et qu'on a une mer à contre et quelques creux sympas, faut quand même pouvoir les surmonter. Et en kata, c'est pas possible, surtout qu'aussi on a un gros kata qui est assez lourd et faut le trimballer, et le pilote automatique ne peut pas compenser, et même un humain à la barre là ne peut pas compenser. Donc on est bien dans la mouise, on se met pas forcément à la cape, mais donc c'est-à-dire un peu face au vent, mais plutôt en vent arrière, on se laisse voguer, on arrête les moteurs, je crois, où on était au point mort. Et là, s'ensuit des tentatives de réparation, de savoir d'où vient le problème, etc., etc. En plus de cela, je vous ai pas dit, mais on a le réservoir d'eau tribord qui, semble-t-il, au départ fuit, et en fait on se demande ce qu'il y a, parce que en fait on va perdre en autonomie d'eau, et en fait finalement on trouve, après aussi maintes recherches, que c'est une fuite qu'il y a dans un des conduits d'une des salles de bain à tribord, et donc on arrive à couper ça, et ce qui fait que on n'a plus à écoper, et il n'y a plus de pompe de cale qui fonctionne à récupérer l'eau qui fuyait, en fait. Donc ça, c'est un silence et aussi une sécurité qui s'ajoute. Et pendant ce temps-là, donc Marc tente tout ce qu'il faut, mais finalement on arrive en fait on se laisse voguer vers la dépression, et il se trouve qu'on saura plus tard que c'était quand même une grosse tempête, quoi, et on l'a évité, on avait bien vu le coup, Marc a bien fait, en tout cas a bien anticipé et lu la météo de toute façon qui pouvait nous être la plus favorable, et tout va bien. Mais quand je vois ce qui se passe derrière nous et le noir qu'il y a au fond, je me dis j'ai pas envie d'aller là-bas, quoi. Donc moi j'ai un petit coup de flip quand même intérieurement, mais je laisse pas trop se transparaître, parce que il faut aussi que on sache garder raison pour prendre les meilleures décisions. Et bon, au fur et à mesure et jusqu'au bout, Marc se résigne à se dire là on a tout essayé, donc on va aller. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous, de tenter d'aller jusqu'à Messine à contre le vent, et puis on sait pas quand on arrive, ou être vent arrière, aller jusqu'à Catane qui est un peu dans le sud-ouest de notre position, et voilà, donc aussi Marc se dit qu'il va devoir faire des manœuvres avec un seul moteur, et ça c'est vraiment hyper dur, en fait, parce que il se trouve que on l'apprend plus tard, au fur et à mesure, c'est que pour accoster un catamaran, il se sert que de ses moteurs, il se sert pas de la direction de ses gouvernails, donc de la barre, donc c'est que de la compensation, et ce qui fait que le kata se positionne très bien, en fait. C'est un peu comme de la chenille, où les deux moteurs, si on a envie de tourner, on inverse les deux, c'est un peu comme si on était dans un tank, un char, et que on essaie d'avancer, donc c'est un peu la même chose. Et donc voilà, donc on arrive à Catane de nuit. La manœuvre pour nous, c'est la première d'arriver à un port avec Joseph, donc waouh, on y arrive, tant bien que mal. On suit les notre logique et les indications de Marc, et on a des mecs du port qui nous assistent, mais qui parlent qu'italien, et ça gueule, et c'est quand même assez incroyable. Que d'aventure, quoi. C'est vraiment pas fluide, et on se positionne. Il faut savoir que dans le bassin méditerranéen, je sais plus comment on appelle ça, mais on se positionne perpendiculaire au quai, et le quai, et en fait il y a des amarres derrière à chaque coque, et devant des trucs qu'on vient récupérer par le quai, qu'on récupère à la gaffe, des filins, et ça nous amène à un bout un peu plus épais sur les coques avant. Donc en fait il y a toute cette manip là, et avec un seul moteur c'est très très compliqué. Donc c'est aussi pas le truc le plus pratique, mais bon c'est ce qu'on doit faire ce soir là à Catane.
Donc je sais plus quelle date on est, mais on doit être le 26, 28, 29 à ce moment-là, et c'est vraiment toute une expérience et on est très content. On prend l'apéro et on verra demain comment ça se passe. Le réparateur revient le lendemain, il nous répare le moteur, ça fonctionne très bien, ok. On se dit qu'on part le lendemain, le dimanche, donc ça nous fait vraiment le dimanche, on rajoute, je sais pas, on arrive le 30, on est le lundi, on est le 1er novembre. Et bon on part le dimanche, on passe le détroit de Messine, tout se passe bien. Première nuit au calme, sur une mer très calme, à l'abri du vent, le long de la côte nord de la Sicile. Et donc on arrive au niveau de Palerme, on avance très bien toujours, et on met le cap sur la Sardaigne après avoir passé Palerme. Et là, pas de moteur encore. On est en train de manger, le moteur en panne. Le même moteur, tribord. Donc là, ok, bon. On essaie encore de réparer, Marc tente tout ce qu'il faut. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? On fait demi-tour et on va à Catane, quoi. On va à Palerme, pardon. Et à Palerme, on arrive. De nuit, encore une fois. Il y a encore un peu de vent, il faut qu'on fasse la manœuvre de nuit, mais là on le fait plutôt à couple, donc c'est-à-dire parallèle au quai, à une marina que le gars qui gère la base en Sicile de Dream Yacht Charter, qui s'appelle Marco, nous aide bien à nous mettre en contact avec la marina. Donc on arrive, on s'accoste tant bien que mal, mais un peu mieux, on touche quand même le quai, on abîme un peu le gel coat, donc c'est-à-dire la coque là, et c'est pas de tout repos encore une fois, mais on commence à prendre un peu le pli de mieux en mieux avec Joseph, aussi Marc y arrive un petit peu mieux, mais bon, c'est toujours pas facile, et voilà. Et donc le soir on prend aussi un bon apéro dans la marina IGA, et on est à Palerme, et on y restera 3 jours. On repartira le jeudi qui était le jeudi 5, il me semble. Non, le jeudi 4, pardon. Jeudi 4 novembre. On arrive au 4 novembre, donc quand même. Donc ça fait depuis le 16 octobre, on enchaîne un peu. Moi, je suis un peu fatigué de tout ça. Je me dis, est-ce que je vais arriver à la date prévue, parce que j'ai des choses de prévues aussi après dans les Antilles, parce que j'ai organisé tout ça également. Mais on a encore de la marge. Donc on arrive à Palerme. On passe une journée dans un coin du port de Palerme. Donc on est obligé de bouger, de faire une nouvelle manœuvre et donc d'arriver dans un endroit un peu pourri. C'est les endroits de réparation de chantier des ports. Donc on a de Palerme, et là il y a un réparateur qui vient, et là c'est l'opération. On a tenté dans les conduits, donc là on va nettoyer les réservoirs du bateau pour enlever la crasse en fait qui pourrait s'introduire et un peu trop dans les conduits. Donc boucher, ne plus faire arriver le gasoil dans le moteur. Donc ça s'est fait, on passe une journée, on revient avec les 2 moteurs qui marchent. Par contre là, on a pu voir que c'était beaucoup plus facile d'accoster, comme Marc nous l'a montré par l'exemple, par la pratique. Et donc on fait ça, et ça se passe très bien. Le soir on passe la nuit, et donc le lendemain on a une journée pleine où on peut aller à Palerme. Donc moi je suis allé faire un tour dans Palerme, ça s'est bien passé. Je retrouve un peu la ville, je me dis waouh, je retrouve un peu mon Paris là, très bien, que je connais. Je me mets dans ce mode là, c'est bon, Paris, grosse ville, etc. Parce que les Italiens, les villes italiennes du sud, c'est un peu le bazar en termes de circulation. Je connais pas le nord du tout, donc je suis plus sud, mais là c'est vraiment le dawa, la circulation, etc. Et il y a quand même une partie de la ville qui est piétonne, donc c'est plutôt sympa, et ça fait plaisir d'être en ville aussi, de prendre son temps, de lire dans ces endroits-là, de prendre une petite bouffée de ville. Écoute, c'est aussi pas mal.
Donc le soir je reviens, on se fait une pizzeria le soir avec les gars et le lendemain on part. Faut savoir que l'entente aussi se passe très bien entre nous. Moi je suis avec mes deux papis, on va dire grossièrement dit, avec mes deux papis, et puis je m'entends super bien. On joue au 4-21, on joue au Scrabble, enfin voilà, faut se trouver des occupations, on discute un peu de tout. Il y a aussi des moments, la plupart du temps calmes, où on est dans notre cabine, on va faire un tour, on va, c'est toute une danse, une conjugaison des moments entre chacun, et on se retrouve pour les repas où celui qui fait le repas va pas faire la vaisselle. Bon, pour l'instant c'est Marc qui fait pas mal de repas, et bon, moi la vaisselle ça se fait, il y a pas grand chose non plus tout le temps. Les moments d'apéro, les moments de goûter aussi, on se retrouve, voilà, donc je compterai un peu plus comment se conjuguent mes journées à moi et un peu autour de moi, comment ils font aussi de leur côté, mais voilà, il y a aussi pas mal de lecture, faut le dire. Donc ça c'est pour la première étape, et puis donc Palerme, on quitte Palerme, finalement on quitte Palerme le 5 novembre. Donc on quitte Palerme très bien le matin, je crois qu'on est le vendredi matin, et ou le jeudi. Je sais plus, on parle jeudi, ouais, quand même. Le 4, après le 5, on passe la nuit, qui est très calme, encore pétole presque, et on passe au moteur. Et il se trouve que dans la nuit, le moteur à tribord lâche de nouveau. Bon, ok, très bien. Donc Joseph s'en est pas aperçu dans son car, moi non plus, je crois qu'il n'y avait pas de problème. Et ensuite, quand c'est Marc qui se lève pour son quart de 6h à 9h, il voit qu'il n'y a plus le moteur au tribord, donc il arrive à le relancer pour 4h au moins, et puis finalement vers 10h plus rien, il s'arrête, on essaie de le remettre en route, on met la marche avant, ça marche pas, rien du tout. Bon, soit, très bien. Qu'est-ce qui va se passer encore ? Qu'est-ce qu'on prend comme décision ? Donc on devait prendre, on faisait cap vers plutôt la partie sud-ouest de la Sardaigne pour après choisir la route qui allait le mieux selon les vents. Mais on va jusqu'à Villa Simus d'où je vous parle pour se mettre à l'abri encore une fois, faire une manœuvre qui était pas si pire, et là on est un peu rodé avec Joseph, donc c'était pas mal, et attendre encore une fois une nouvelle réparation qu'on espère juste pas trop longue, et que ce soit la dernière, parce que là personnellement moi j'en peux plus. À chaque fois là je me disais c'était la dernière fois, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire, moi faut que je me cale, sache quand est-ce qu'est la meilleure décision, plutôt que savoir quelle est la meilleure décision, parce que je m'adapterai aux deux, et c'est encore faisable d'arriver dans les temps aux Canaries, aux Canaries déjà, et ensuite aux Caraïbes. Mais voilà, donc c'est tout un trip, et c'est quand même une sacrée aventure déjà. On est à la moitié de la Méditerranée. Quand on va passer Gibraltar, je pense que ce sera déjà une victoire. Mais voilà, c'est l'histoire des bateaux aussi. Il a jamais eu ça, évidemment, Marc, dans son histoire de skipper. Autant de manœuvres à un moteur, autant d'arrêts de stop dans son convoyage, jamais. Voilà, donc c'est toute une aventure, et c'est tout nouveau pour nous tous. On est un nouvel équipage pour lui, on se connaît pas, c'est vraiment un truc, déjà c'est une aventure humaine là, on est vraiment dans un truc, une aventure humaine, donc voilà. Moi je me sens, comme je vous l'ai dit, fatigué, mais je me sens aussi
bien. Il y a des moments down, il y a des moments un peu plus haut, et c'est no big deal, mais voilà, je me dis aussi, dans 2 mois je vais commencer une formation, je suis très content de ça, mais j'aimerais bien profiter et avoir profiter pleinement, de me dire j'avance, pas je m'arrête à chaque fois dans chaque ville. Donc voilà, j'ai envie de faire cette aventure, et à chaque fois qu'on reprend la mer, je me dis oui, c'est génial, et on y va, et c'est chouette, et je suis très content de prendre part à ça, quoi. Mais s'arrêter, c'est juste hyper contraignant là. Donc voilà, c'est quand même une sacrée aventure. Je suis super content d'être là. Aujourd'hui il fait très beau, il y a un petit vent sud-ouest, donc voilà, et je vis ma meilleure vie, quoi. Enfin, c'est quand même cool, et j'aimerais quand même être entouré de gens que j'aime, et tout à ce moment-là là, mais dans les moments où on s'arrête et où on n'est pas dans l'aventure, c'est ça avec ses êtres chers, mais c'est quand même une autre expérience, et où je vais pouvoir raconter, et c'est quand même pas perdu, et on est en train de créer des liens assez spéciaux avec mes compères là, et c'est plutôt top, donc voilà. Je vous ferai quelques capsules sur un peu sur quelques sujets qui sont propres à la vie en mer ou sur un bateau, et qui peuvent être assez intéressantes, donc voilà. Merci mes tortues de m'avoir écouté pendant tout ce petit temps. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous entertain bien, ces petites aventures, et mes aventures en pleine nature, comme disait un autre podcast, les baladeurs. Si vous connaissez pas, c'est plutôt sympa. Et voilà, donc je vous dirai un peu d'autres choses plus tard, et comme j'ai le temps, ça peut être propice à tout ça. Allez, ciao, et puis à bientôt. Ciao, ciao. Arrivederci, comme on dit ici.